Merci à tous d'être là cet après-midi. Je suis en compagnie de Guillaume Delanchir, Nathaniel Ives et Éric Briand. Je vais laisser se présenter chacun à leur tour. Et après, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de parler de l'adoption et l'accélération de cette adoption de l'IA générative en entreprise. Tu veux que je me présente? Ok. Alors en quelques mots, bonjour à toutes et à tous. Donc Guillaume Delanchir, je suis directeur général de NetApp France. Donc je pense que vous connaissez peut-être NetApp, mais en quelques mots, on est un acteur du stockage informatique. Donc on a des machines qu'on vend à nos clients et qui sont largement utilisées par nos partenaires. Et on est présent dans le NAS, dans le SAN, dans le stockage objet. Et on a également beaucoup d'accords avec des sociétés comme Outscale qui utilisent également nos technologies, donc ont la capacité de gérer leurs données, donc les stocker et les gérer dans des environnements qu'on va appeler potentiellement hybrides. Bonjour, Nat Ives, directeur de l'entreprise pour NVIDIA en France. NVIDIA, j'imagine que vous avez bien entendu le nom, mais en bref, nous sommes une boîte de technologie qui est dedans, derrière, avant et après toutes les activités d'IA aujourd'hui. Bonjour, Éric Briand, je suis en charge de l'activité Big Data et Cybersécurité, plus connue maintenant sous le nom d'Eviden, qui regroupe trois grandes familles d'activités. La première, c'est tout ce qui est cyberproduits. La seconde, les systèmes critiques opérationnels plutôt de défense. Et la dernière, ce qu'on appelle Advanced Computing, qui regroupe l'ensemble de nos activités de serveurs, notamment High Performance Computing, le HPC, qui est très demandé dans le cas de l'IA et qui a fait l'objet d'un accord avec l'État français à travers l'Agence de participation de l'État, puisque l'APE va devenir l'actionnaire unique et majoritaire de l'activité Advanced Computing. Encore une fois, c'est cette activité dans laquelle on a l'ensemble de nos serveurs et de nos services autour de l'intelligence artificielle. Merci à tous. La première question qui m'intéresse aujourd'hui, enfin, c'est pas tout à fait désintéressé. Outscale est un acteur de cloud, on est un cloud service provider. Vous avez tous les trois, à travers vos entreprises, des activités à la fois tournées vers le monde on va dire des SI, de l'IT classique dans l'entreprise, mais aussi chez les fournisseurs de cloud. Quelle est votre perception aujourd'hui de l'arrivée de l'IA comme étant, on va dire, une nouvelle typologie de workload et comment ça impacte? Est-ce que ça bouscule? Est-ce que ça accélère? Est-ce que ça ralentit les stratégies cloud des entreprises que sont vos clients? Éric, si vous voulez bien commencer. Oui, tout à fait. Alors, en fait, quand on parle d'IA, je pense que vous le savez tous, mais ça veut dire aussi accès à des données massives, à des données, des masses d'informations gigantesques à traiter. Et alors, bien sûr, la technologie, mais je pense qu'il y a deux experts directement concernés par cela, d'un point de vue stockage, mais aussi d'un point de vue exploitation, avec les fameuses GPU de NVIDIA. Donc, premier point lié à l'IA. Le deuxième point, c'est que accéder à des puissances pour exploiter la quintessence de l'IA demande un certain budget financier. Il y a un vrai palier. Et ça on le voit, on voit une transformation dans le phénomène du cloud, puisqu'on peut dire que ces 10 dernières années, on a vu une adoption vers un move to cloud significatif. Énormément d'entreprises étaient en train de se débarrasser de ces activités legacy, data center, pour partir vers les hyperscalers. Et là, le fait de l'arrivée de l'IA et son impact, ou plutôt son lien avec les données, et bien sûr toute la partie sensible des données, la partie souveraine des données, fait qu'il y a un nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place avec ce qu'on connaît assez classiquement, le cloud hybride. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion de le déployer. Nathaniel? Oui, alors quand je parle initialement de cloud, je ne vais pas séparer le cloud souverain, le cloud public, etc. Je parle juste cloud. Première chose, c'est que je pense que l'arrivée de l'IA a été même une surprise pour les grandes hyperscalers. Même les grands clouds publics n'étaient jamais conçus avec l'IA en tête. Alors, cette arrive d'une nouvelle dimension, une nouvelle perturbation dans le monde informatique, a demandé à beaucoup des sociétés de réagir, les sociétés de cloud. Alors, au niveau grande échelle, ça crée les opportunités pour les nouveaux types de cloud ou pour les nouveaux services fournis par les acteurs existants dans le cloud. Alors, on peut voir qu'il y a les neo-cloud qui sont
spécialisés, dédiés 100% dans le domaine de l'IA et qui a une croissance énorme. Alors, c'est-à-dire que c'est même une dynamique qui perturbe le cloud. Deuxièmement, les clients, les entreprises, les administrations, etc., aussi, ils n'ont pas un infra en prémisse qui était conçu pour l'IA. Ils ont envie de jouer avec l'IA, faire les POC, les pilotes. Et la façon le plus vite de faire ça, c'est dans le cloud, où même s'ils n'étaient pas exactement prêts, ils ont plus avancé que la fonction informatique maison, si tu veux. Alors, on a vu beaucoup de gens qui jouent, qui feraient les premiers pas avec l'IA dans le cloud, mais, et ça revient sur le point d'Eric, maintenant, ils ont regardé les valeurs, ils commencent à réfléchir, OK, mais ça, c'est pas l'informatique d'hier. L'intelligence, c'est la fabrique de la société, c'est la fabrique de l'État. Alors, est-ce que je suis prêt à mettre ça n'importe où? Et c'est pas dit qu'ils n'ont pas envie d'utiliser le cloud, mais ils réfléchissent, c'est qui le propriétaire, c'est qui le patron du cloud. Guillaume, tu as rajouté quelque chose? Oui, alors ce qui est intéressant, Eric a mentionné l'explosion du volume de données. Moi, il y a des chiffres que j'aime beaucoup, qui sont les chiffres d'IDC, mais on avait en volume de données dans le monde, dans le numérique, tout le numérique confondu, environ 20 zettabytes en 2020, 175 zettabytes en 2025, et on pense qu'on va monter à 1000 zettabytes en 2030. Donc l'explosion des données, elle est assez évidente. Ensuite, quand on regarde un petit peu les usages de l'IA, moi je distingue toujours, il y a l'IA grand public qu'on connaît, qui est, voilà. Ensuite il y a l'IA d'entreprise, et l'IA d'entreprise, on peut le décliner sur plusieurs niveaux. On a l'IA embarquée dans les applications métiers qui sont utilisées, et on voit que tous les providers d'applications finalement intègrent des features d'IA ou mettent de l'IA. Donc après la bureautique avec Microsoft Copilot ou bien Chat Mistral, qui est un bon exemple, l'illustre bien. Et puis ensuite il y a de l'IA qui est dédiée sur les applications métiers pures. Donc là on retrouve après plein de cas d'usage, que ce soit dans la pharmacie, dans la pharmaceutique, que ce soit dans la banque, etc. Donc il y a pas mal de verticaux. Donc on a effectivement une infrastructure historique, un legacy dans toutes nos entreprises, qui font qu'on a besoin d'avoir des traitements intelligents, de travailler avec, de faire de l'IA en exploitant les ressources de l'entreprise. Donc là, ça touche pas mal de sujets, parce que c'est l'accès aux données. Où sont mes données? Est-ce qu'elles sont on-prem? Est-ce qu'elles sont dans des clouds divers et variés? Ça touche les problématiques de compliance, de sécurité, et le sujet est vraiment, vraiment très très fort par rapport à ça. Et du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que de fait, donc, la question d'après, elle était un peu orientée dans le sens où est-ce que vos clients, globalement, ils rencontrent un peu toujours les mêmes typologies de freins au déploiement? C'est-à-dire, en fait, il y a quand même en général une volonté stratégique assez forte des entreprises d'aller de l'avant vers l'IA, d'essayer d'en implémenter, trouver des use cases, de démarrer des implémentations. Pour autant, ça reste des choses qui prennent du temps. Et en général, plus les entreprises sont ou cloud averse ou entre guillemets un peu late mover, c'est-à-dire des gens qui un peu adoptent la technologie un peu en retard des autres, pas parce qu'ils ne savent pas faire, mais parce qu'en général, c'est leur stratégie de bouger plus lentement pour arriver sur des sujets plus matures. Quel est pour les gens qui veulent aller le plus vite, ou des entreprises, quelle que soit leur taille, quel est le facteur qui dimensionne la vélocité maximale de ce type de projet chez vos clients? Si tu veux reprendre, Guillaume. Oui, alors on peut parler de RAG. Le fait est que quand on fait de l'IA et quand on veut exploiter la ressource de l'entreprise, on a aujourd'hui plein de capacités d'intégrer les données existantes de l'entreprise. Donc Nathaniel l'a précisé, les infras ne sont pas toujours à niveau. Donc on a, nous, en tant que fournisseurs de stockage, toute une gamme de produits qui nous permettent d'avoir un niveau de performance qui s'élève. Donc là déjà, on a un premier niveau de réponse. Alors les ingrédients de l'IA, on reste entre guillemets le même pour la plupart des clients, c'est les données, l'infra, le talent. Oui, quand je dis talent, c'est compétence d'exploiter. Mais ça dépend énormément du domaine et le vertical où se trouve le frein. Alors, dans le domaine de médias et de retail, ils n'ont pas vraiment les données hypersensibles. Il y a beaucoup des acteurs qui investissent énormément, immédiatement, même pour les consommateurs, dans l'IA, pour créer les images, créer les choses pour le marketing. Alors là, il n'y a pas un frein de technologie. Ils n'ont pas besoin de compétences parce qu'ils peuvent acheter d'ailleurs. Et ils n'ont pas un problème de sensibilité des données. Alors ils sont énormément avancés. Ils ont fait tous dans le cloud et c'est déjà au niveau agentic. C'est l'IA qui fait le rôle. Si je prends l'autre extrême, ministère des Armées,
Alors, ils n'ont pas l'infra qui est prêt, ils n'ont pas énormément de compétences. Franchement, c'est pas mal. Alors, et ils ne peuvent pas mettre les données derrière. Et clairement, ils n'ont pas vraiment envie d'utiliser un infogérant pour l'intelligence militaire. Alors, le frein là était initialement budget. Ils ont sécurisé le budget. L'État a créé l'AMIAD, une agence consolidée pour l'IA, pour la défense. Et après, ils ont commencé de construire l'infra. C'était le deuxième frein. Ça prend du temps, mais ils vont arriver, mais ils doivent faire tous eux-mêmes. Je crois que l'essentiel a été dit. Hein. Effectivement, le premier frein, c'est le frein humain, les compétences. Faire de l'IA, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis, il faut bien réfléchir à quel type d'IA, pourquoi faire, dans quel métier. Mais c'est un vrai frein aujourd'hui à l'accélération de l'IA. Trop peu d'acteurs sont compétents. Le deuxième frein, c'est le frein budgétaire. Hein. C'est accéder à des performances, à des capacités autour de l'IA, demande des ressources financières importantes. Très importante. On voit les investissements qui sont faits ou annoncés, on parle en milliards. On parle en milliards. Et je ne parle même pas de la dernière commande qu'Oracle aurait fait à Nvidia aux États-Unis, voilà, de plusieurs milliards de dollars. Bon. Il y a des freins, tu l'as cité, c'est les infrastructures. Parce que mettre en place dans un cloud privé ou chez soi une infrastructure significative, ça va dépendre aussi de la capacité de l'EDF local de fournir du 1 MW, du 1 gigawatt. Voilà, donc on a ce troisième frein qu'il ne faut pas négliger et qui ralentit aujourd'hui pas mal les choses, même si en France a été annoncé à l'IA Summit en mois de septembre par le président Macron, le fait de mettre en place une série de data centers sur le territoire français de plus petite taille, donc plus accessibles d'un point de vue infrastructure et qui vont répondre aussi à la capacité d'acteurs constructeurs comme Eviden, mais en collaboration bien sûr avec Nvidia, de fournir des appliances, des systèmes prêts à l'emploi qu'on va pouvoir mettre dans ces plus petits data centers mais permettre à des clients, des établissements publics notamment, mais de traiter des données sensibles, publiques, enfin au sens étatique du terme, qui ne peuvent pas se balader sur Internet, même si on sait sécuriser des données dans un cloud public, bien sûr. Un point important en fait sur l'infrastructure, on est dans un environnement où il y a beaucoup d'acteurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi des consolidations se faire. Si je prends l'exemple de NetApp, par exemple, on a créé des infrastructures de référence avec Nvidia et iPod, et on a créé des infrastructures de référence avec Intel, par exemple. Donc on commence, en tant qu'acteur d'infrastructure, à se regrouper entre nous pour proposer à nos clients justement des solutions qui sont un petit peu intégrées. Et il y a un deuxième sujet sur lequel j'aimerais revenir, qui est on va dire la gouvernance. Moi, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on voit souvent une déconnexion entre les gens qui gèrent l'infrastructure, les gens qui ont des projets métiers, les gens qui gèrent la sécurité, et on se rend compte souvent que, enfin moi j'ai des cas clients où des infrastructures sont dimensionnées par rapport à des projets IA, sauf que les métiers ont des besoins mal exprimés ou pas exprimés, que la sécurité n'est pas super bien designée, et que finalement les projets sont très compliqués à mettre en œuvre. Et là on est vraiment au cœur de l'humain, donc je ne parle pas des problématiques budgétaires et autres, mais je parle simplement de problématiques de gouvernance. Donc on parle de complexité organisationnelle, que ce soit dans l'organisation et les interfaces entre les métiers, de formation, on parlait des compétences, alors ce qui fait le joint d'ailleurs avec la table de ronde Gavant qui était sur le comité stratégique de filière, où l'enjeu justement c'est de regarder comment on va venir alimenter le futur de nos entreprises avec aussi de la formation, c'est pas le seul enjeu mais c'en est un. On a parlé aussi du poids de la donnée, à quel point c'est pas forcément quelque chose de facile à déplacer. Et vous avez levé un point qui m'intéresse particulièrement, c'est de votre point de vue, Nat, tout à l'heure tu parlais que certains clients prenaient d'autant plus conscience au moment de passer en production de l'importance vitale de la donnée. J'ai l'habitude de dire que dans nos clients autour de Secnum Cloud, il y a des engagements autour des analyses de risque de la donnée, c'est-à-dire qu'on demande aux clients d'évaluer la sensibilité de la donnée avant de la déplacer sur une plateforme de cloud. On espère que ça soit un automatisme, mais c'est bien aussi de le dire. Au-delà des aspects purement de sécurité, comment vous voyez vos clients aborder les questions de la souveraineté, d'une part, et de l'autre, un sujet naturellement plus compliqué quand on parle de l'IA, qui est l'enjeu de RSE, ou la sustainability en anglais. Ça a l'air un petit peu compliqué à mettre en œuvre quand on voit que d'une part, la grosse majorité des acteurs sont des acteurs
américains et dans fortiori dans une certaine mesure asiatiques, et sur l'aspect de RSE où c'est de fait des fournisseurs qui viennent pas forcément avec une sensibilité forte sur ces aspects-là. Comment vous traitez ça dans votre entreprise et puis comment vous accompagnez vos clients là-dessus? Alors, pour moi, le sujet de souveraineté et le mot souveraineté, c'est toujours difficile à définir parce que ça parle des choses différentes entre les gens. Et comme je viens de dire, une boîte de médias ou de retail, ils ont une vision différente de l'armée. Pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est une autonomie stratégique. C'est-à-dire que même si une entreprise ou un client ou une administration décide de construire l'IA avec un ou deux énormes clouds publics, si demain ils ont envie de changer, ils doivent avoir faire dans une façon où ils ne sont pas trop bouclés. Alors, moi, je pense que NVIDIA, nous sommes à la fin américains, mais nous avons une vision assez globale et on a envie d'aider tout le monde d'avancer, d'être mieux, de profiter de cette incroyable technologie, mais de faire dans un sens assez autonomique et assez démocratique. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, utilise les techniques, les frameworks, les solutions qui sont disponibles dans plusieurs endroits. Et je pense que c'est cette réflexion qui est importante parce que même une entreprise de médias ou de retail qui n'a pas les lois de souveraineté, si demain il y a un peu plus de friction entre M. Trump et M. le Président, ils ne savent jamais qu'est-ce qui va passer avec les services consomment et ils doivent avoir la possibilité de les transférer dans un autre domaine. Sur le RSE, c'est un point hyper intéressant. Comme Eric il a dit, nous sommes la révolution de l'IA, ce n'est pas juste une révolution des outils, des informatiques, des logiciels, c'est une révolution de l'infra. La densification de l'infra informatique est incroyable. Aujourd'hui, je pense que le taux moyen, ou la puissance moyenne dans une rack d'une entreprise, c'est 5-7 mégawatts. Les nouvelles générations des racks de NVIDIA sont à 120 ou même plus de kilowatts par rack. Alors 1000 GPU, 1 mégawatt, c'est une bonne estimation. Alors ça allait d'être énorme. J'avais pris le train ce matin et j'ai vu que le train roule à, je pense que c'est 10 kilowatts. Alors il y a plus dans une sorte de données maintenant dans un train. Alors ça allait d'être énorme, mais en parallèle, l'efficacité de faire le calcul, c'est beaucoup plus puissant. Alors, si je regarde une base de données qui aujourd'hui tourne sur 1000 CPU pour faire tourner une énorme base de données, ça, on peut tourner sur 10 GPU. On n'a pas commencé en tenue de réfléchir comment on peut transformer toute la base d'IA toute la base d'informatique d'être plus efficace. L'IA va consommer, oui, mais on peut réduire la consommation de tout le reste énormément. Et après ça, il y a clairement l'impact que l'IA peut avoir dans les industries, dans les domaines d'être moins consommateur. Ça peut rendre le transport, le supply chain plus efficace, ça peut faire les prévisions de météo plus dans real time, etc. Alors, clairement, on espère que les gens utilisent l'IA aussi d'avancer dans ce domaine-là. Souveraineté, tu viens de le dire, hein, c'est un vaste sujet, pas toujours facile à définir, à limiter. On peut le rapprocher de la notion d'indépendance ou d'autonomie. Donc avoir des fournisseurs capables par différents procédés de sourcing, d'approvisionnement, de fabriquer les unités de stockage, les unités de calcul. Bon, Eviden, à travers sa marque Bull, est un constructeur français historique avec une R&D en France, une usine à Angers qui exporte dans le monde entier. Et on va pouvoir s'approvisionner en processeurs, bien sûr chez NVIDIA, mais aussi chez AMD, chez Intel. Vous savez que l'Europe a lancé une initiative qui s'appelle EPI, European Processor Initiative, qui vise à développer et à fournir des processeurs
de type CPU très prochainement d'ailleurs, hein, pour le marché européen. Donc l'Europe va avoir une certaine indépendance ou autonomie sur cet aspect processeur. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de composants qui vont venir en dehors de l'Europe, hein, si on parle de la souveraineté européenne. Donc c'est un sujet complexe qu'on ne peut pas résumer en quelques mots, mais qui anime beaucoup les tables rondes. La table ronde précédente disait il faut donner une préférence à l'Europe dans les appels d'offres publics. Hein. La commande publique doit bouger, hein, parce que c'est vrai que, je vais le dire, hein, mais nous, en tant qu'acteurs français européens du HPC, on n'a pas le droit de répondre aux appels d'offres, bien sûr en Chine, mais pas plus aux États-Unis pour le ministère de la Défense américaine. Par contre, nos concurrents américains peuvent répondre à des dossiers, à des appels d'offres du secteur public. Donc c'est un petit peu curieux, on va dire. Sur le RSE, là, c'est un sujet différent qui fait appel à tout un tas de procédures et de process pour acheter local et puis réutiliser tout ce qu'on peut réutiliser. C'est quelque chose qu'on suit énormément en tant, encore une fois, constructeur, hein, avec l'usine d'Angers, et puis ensuite on va exporter, hein, on va mettre ça dans des bateaux, dans des avions, dans des trains. Donc on mesure notre empreinte carbone et on essaie de la réduire, mais surtout par rapport à ces énormes monstres que l'on est en train de construire pour faire de l'IA, hein, les serveurs HPC, qui consomment énormément d'énergie. On a mis en place des technologies pour refroidir, parce que vous savez qu'un des problèmes, c'est le refroidissement de ces, à la fois des lames de calcul, mais bien sûr de tous ces racks, hein, qui surchauffent. Et depuis quelques années, on a, grâce à un brevet français, introduit une notion qui s'appelle le DLC, Direct Liquid Cooling. Donc on ne refroidit plus une sale machine avec de l'air climatisé où il faisait très très froid il y a quelques dizaines d'années, mais avec de l'eau chaude à 40 degrés. Et on a le meilleur PE, donc c'est l'efficacité énergétique, tout acteur, serveur confondu. Voilà, donc si vous voulez faire du RSE, faites-le avec les machines d'Eviden, Bull, Sequana et AI. Elles vont consommer moins d'électricité, donc votre facture énergétique vis-à-vis d'EDF et d'autres sera moins importante, et puis vous aurez une empreinte carbone donc plus réduite. Je regarde si le RSE et les achats sont là, mais non, c'est bon. Alors, en ce qui concerne, enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, Nathaniel Eric, sur le principe de la souveraineté. On parle aussi de cloud de confiance. Nous, on est acteurs américains et on a néanmoins beaucoup de certifications européennes, françaises. On est très présent chez Outscale. Vous êtes avec NewCloud. Donc, je pense que le sujet, c'est notre capacité des acteurs français à isoler complètement les environnements des données. Donc, à partir du moment où on arrive à maîtriser ça d'un point de vue physique et d'un point de vue sécurité, globalement, je pense qu'on peut résoudre beaucoup de sujets. Sur le sujet du développement durable, c'est un point important. Je vais reciter d'autres chiffres de consommation énergétique sur le numérique. Le numérique aujourd'hui dans le monde, on considère que ça représente entre 2 et 3% de la consommation d'énergie mondiale. Donc c'est énorme, hein, c'est absolument colossal. On estime également que ce pourcentage risque d'augmenter à échéance 2030 jusqu'à à peu près 7-8%. Donc il y a un véritable sujet autour de ça. Donc nous, si on prend notre domaine qui est le stockage informatique, donc c'est un sujet très important pour nous. On a donc il y a une norme qui s'appelle EcoVadis avec Scope 1, Scope 2, Scope 3, je pense que la majorité d'entre vous connaissent. On se concentre sur Scope 3, donc l'émission de carbone faite avec l'utilisation des machines qu'on fabrique, parce que finalement, nous, si on réduit nos transports, on n'est pas très nombreux dans l'entreprise, donc quelques milliers, donc c'est pas ce qui aura un impact. Donc on se concentre vraiment sur Scope 3 et on travaille à plusieurs niveaux. Alors au niveau R&D, déjà, on a des machines qui sont de moins en moins consommatrices d'énergie. Donc on arrive, entre les machines il y a 5 ans et les machines actuelles, à réduire de 70% la consommation énergétique. Donc parfois on peut se dire aussi, j'ai un parc, une infrastructure que j'ai en place à des fins, on va dire, de développement durable, je vais les garder plus longtemps. Ce n'est pas forcément un bon calcul, parce que finalement, si on les remplace, ces machines, on peut avoir des gains très importants. Ensuite, au niveau des données, on a beaucoup de mécanismes de compression de données au niveau des machines. Donc on a la capacité de zipper, hein, si on prend un terme un peu connu, on peut comprimer, donc on a ce qu'on appelle des ratios d'efficacité, donc pour avoir une donnée qui est comprimée jusqu'à 7-8 fois, etc. Donc ça dépend des typologies de données, mais on peut travailler sur ces sujets-là. Enfin, on a des données qu'on utilise plus ou moins en fonction des contextes métiers, ce qu'on appelle les données chaudes ou les données froides, et on a mis en place aussi des mécanismes de tiering automatique de données. Ça veut dire que en fait, nos machines, intelligemment, vont identifier les données qui ont besoin d'être
exploiter avec des machines très performantes, donc consommatrices en énergie, et ont la capacité également de déplacer des volumes de données sur des supports qui seront moins performants, mais également moins coûteux et également moins consommateurs en énergie. Donc on arrive à jouer un peu sur tous ces tableaux. Et je vois, il nous reste un petit quart d'heure. Je pense qu'on essaiera de prendre 5 minutes à la fin si jamais vous avez des questions. Vous êtes à contre-jour, mais on est suffisamment peu nombreux pour se permettre aujourd'hui. J'avais une question. On a parlé un petit peu de souveraineté. On a parlé on va dire, d'engagement RSE de manière générale. On a parlé de conformité tout à l'heure, un peu attenant à la souveraineté. Comment les clients abordent les enjeux de sécurité? Tout à l'heure, Nat parlait qu'il y avait un enjeu d'analyse de risque lié au périmètre de données, leur sensibilité. Mais par ailleurs, on parlait aussi des freins, c'est-à-dire que où les infrastructures, je parle du facilities, donc le data center n'a pas accéléré aussi vite en termes de capacité d'absorption, où les investissements sont en tout cas en côté un peu trésorerie, donc le CAPEX n'est pas forcément disponible. Donc on se retrouve à une sorte de carrefour où d'une part on a des contraintes disant il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse, on aille dans l'IA, et de l'autre côté on n'a pas forcément tous les moyens. Et est-ce que finalement la sécurité parfois il part un peu, pas sacrifiée, mais on va dire un peu volontairement sous-estimée pour permettre de faire avancer des projets? Et quel rôle vous pouvez jouer pour accompagner les clients à maintenir le niveau de sécurité qui correspond à leur industrie? Ok, je commence. Nous sommes tous trop gentils. Alors, il y a plusieurs axes sur la sécurité. Première chose, c'est qu'en fait, l'IA aide énormément avec la sécurité. Aujourd'hui, pour une entreprise ou un État de faire le security cyber dans un sens assez précis, assez complexe, assez complet, c'est difficile et c'est cher. Il y a maintenant les agents d'IA qui peuvent regarder beaucoup des flux de données qui passent sur un réseau, par exemple, regardent quelque chose qui a un comportement anormal et lève la main et dit il y a un problème. Avant l'IA, si on met un système en place comme ça lève la main tous les jours, tout le temps, et ça crée trop des faux positifs. Et c'est trop coûteux de les traiter. Alors les gens, ils coupent le système et ils ne l'utilisent pas. Mais l'IA a la possibilité de faire les choses dans un sens beaucoup plus intelligent. Et alors on peut créer les systèmes de cyber grâce à l'IA qui sont beaucoup plus efficaces, moins chers et plus forts. Première chose. Clairement, il y a les gens qui utilisent aussi l'IA pour contourner les nouveaux systèmes. Ils sont plus efficaces aussi. Alors, c'est un cercle, comme toujours dans l'informatique, entre les attaqueurs et les défendeurs. Ça ne change rien, c'est toujours été le cas, sauf que avec l'arrivée de la Agentic AI, on va avoir l'IA connectée directement sur les systèmes d'opération de, je ne sais pas, une usine, etc., où un impact cyber peut être même beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand il y a un impact cyber, c'est une perte de données. Quelquefois, il y a un impact opérationnel, mais la plupart des cas, parce que ça passe tous les jours, c'est plutôt un problème de données. Mais avec l'IA, les impacts peuvent être plus forts. Alors, c'est même plus important d'avoir un système de gouvernance, de sécurité qui est en place et bien acté. Et c'est-à-dire que le shadow IT devient un énorme risque. Parce que si les gens ils téléchargent ou utilisent n'importe quel modèle, n'importe quelle appli d'IA, c'est pas très bien géré par l'entreprise. Alors, il y a une obligation sur la fonction de l'informatique et même sur le COMEX de mettre en place un système de l'IA et tous les outils que l'entreprise a besoin. Sinon, le shadow IT, c'est le résultat. Le shadow IT, c'est pas parce que les gens ont envie d'être méchants, c'est parce que le fonctionnaire informatique n'a pas fourni qu'est-ce qu'ils ont besoin de l'utiliser et que ça existe d'ailleurs. Alors, pour moi, un des sujets les plus importants d'éviter des problèmes de sécurité avec l'IA, c'est pour l'entreprise de fournir plus en amont l'état de l'art dans l'IA dans un sens bien gouverné. Après, il y a les fournisseurs comme Eviden, comme NetApp, comme NVIDIA et tous nos partenaires qui créent les solutions d'IA pour l'entreprise
qui est sécurisé, qui est patché, qui est managé dans une sens enterprise grade. Et ça, c'est le quotidien pour nous. Mais je n'ai pas envie vraiment de pousser ça. C'est plutôt, si les entreprises freinent de prendre l'IA, ça va créer une deuxième vague plus grande de shadow IT, et c'est là où se trouve le risque. Là, alors, quand on parle de sécurité, la sécurité, c'est à plein de niveaux. Le sujet, en fait, ça commence par les comportements d'individus, premier sujet de sécurité, puis ensuite c'est sur les desktops, sur ce qu'on peut ramener dans l'entreprise, c'est sur les applications, c'est sur énormément de choses, énormément de sujets. Donc si on prend le sujet de la sécurité au niveau infrastructure data, il est bien clair que souvent ce qui est attaqué ce sont les données, donc c'est souvent les systèmes de stockage qui sont l'un des derniers remparts lorsqu'on a passé tous les filtres à gérer ça. Donc on a des mécanismes en fait, alors classiquement au niveau de l'architecture, hein, nos clients généralement mettent en place des infrastructures qui sont actives-actives, donc on écrit systématiquement les données sur 2 ou 3 supports, donc vous connaissez peut-être la règle des 3-2-1, hein. 3 copies de vos données sur 2 supports technologiques différents avec un site distant. Donc si vous avez une problématique physique ou autre, vous avez la capacité de récupérer. Et puis après, on a, nous, des mécanismes qu'on intègre. Donc quand je parlais tout à l'heure de l'IA qui est embarquée dans les applications des entreprises, on a de l'IA embarquée dans nos solutions. Donc on a un operating system qui s'appelle ONTAP, qui a des fonctionnalités très avancées de sécurité, où on va identifier en amont, par exemple, des comportements d'utilisateurs qui ne seraient pas les bons, ou bien des comportements de volume de données qui seraient anormaux, et on a la capacité de paramétrer le système pour les couper automatiquement ou autre. Ensuite, on a vraiment le détecte, on identifie, ensuite on protège. Donc dans la protection des données, on est capable d'écrire sur plusieurs supports, on est capable de créer des copies immuables, donc on a des copies qui restent et qui ne pourront pas être altérées. Et puis ensuite, il y a la troisième problématique qui est le recover. Une fois que mes données ont été, si elles ont été altérées, attaquées, comment je fais pour repartir en production? Donc là également, on a tout un tas de mécanismes qui font que, in fine, donc là on parle de RTO, RPO, capacité à reprendre rapidement l'activité. On a aujourd'hui des technologies qui permettent à nos clients de gérer leur sécurité, ou même s'ils ont une attaque, une altération des données, de pouvoir continuer à fonctionner en production sans interruption de données, de service. Donc on a vraiment toute cette chaîne où on est présent sur ces 3 points. En complément et peut-être en synthèse aussi, je pense qu'il y a 3 choses. La première, c'est que faire de l'IA veut dire continuer les bonnes pratiques de sécurité. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Deuxième point, tu l'as dit, l'IA c'est un outil pour se défendre. Un petit exemple, vous savez que Eviden France a assuré la cybersécurité de bout en bout de Paris 2024, avec un certain succès. On était tous très très contents en tant que spectateurs et puis surtout en tant qu'opérateurs. On a dû faire face à 52 milliards d'incidents. Incident ne veut pas dire une cyberattaque, naturellement. Donc, sans l'IA, on n'aurait jamais été capable d'identifier au sein des 52 milliards d'incidents pendant les quelques semaines qui nous ont occupés la vraie menace et bien sûr de la traiter. Et face à des menaces significatives et répétitives, l'IA nous a également permis, à travers des modèles qu'on avait anticipés, de parer à ces différentes menaces. Mais c'est aussi un outil qui est utilisé contre, tu l'as dit, contre les systèmes, puisque on peut générer des attaques, des cyberattaques très sophistiquées grâce à l'IA. Et puis le troisième point, qui est un petit peu différent, c'est la notion d'IA de confiance. Parce qu'on ne l'a pas dit là, mais l'IA permet de prendre des décisions. L'IA va prendre des décisions à notre place. Souvent, on l'espère systématiquement très bonnes. Hein. Néanmoins, sur des sujets très sensibles de défense, des envois de missiles, parer des attaques, mais dans la santé, une radiographie va identifier quelque chose, et il va falloir ensuite vérifier, c'est-à-dire qu'il va falloir être capable de tracer la façon dont l'IA a pris la décision pour pouvoir remonter à la source. Donc cette notion d'IA de confiance est extrêmement importante. Elle mérite un vrai débat avec des gens sûrement plus qualifiés que nous, hein, mais peut-être qu'il y en a aussi dans la salle. Et aujourd'hui, beaucoup d'IA sont des boîtes noires. C'est-à-dire que beaucoup d'IA, on ne sait pas comment l'algorithmie arrive à un résultat. Certes, beaucoup d'entraînement, beaucoup de machine learning, mais comment on est arrivé à
à cette prédiction ou à ce choix, à cette décision. Donc là, c'est un sujet, pour moi, qui est le sujet le plus important avec les problématiques qu'on évoque. Est-ce que l'IA va nous remplacer? Est-ce qu'il y aura, ça va créer des jobs? On va en perdre des jobs? Qui va gagner? Qui va perdre? Qui n'est pas un sujet que philosophique. Mais voilà, je pense que derrière les IA, il y a la partie IT, informatique, mais aussi les aspects sociétaux que ça va générer. Je voudrais finir un petit peu cette table ronde pour essayer d'ouvrir un petit peu. Vous, au choix, qu'est-ce qui vous a le plus surpris comment vous avez été, qu'est-ce qui vous a personnellement le plus surpris dans les 10 dernières années, donc avec cette vague de l'IA qui a commencé il y a plus que 10 ans, mais qui a vraiment émergé dans les 5 à 10 dernières années. Et qu'est-ce que vous en espérez? Qu'est-ce que vous espérez que ça produise ou que ça apporte? Et pour voir si on peut se revoir dans 2-3 ans et voir si on a eu raison. Moi, ce qui m'a le plus surpris, je dirais pas depuis 10 ans, parce que il y a 10 ans, on ne parlait pas beaucoup d'IA. On parlait plus de big data, mais qui était peut-être le petit frère, hein, qui s'est transformé, ou le grand frère, oui, plutôt le grand frère qui s'est transformé. Moi, ce qui me fascine, hein, ce qui me fascine totalement, c'est depuis 2 ans et demi, les acquisitions, les investissements autour de l'IA. Honnêtement, hein, vous regardez un peu la presse, en France, il y a 2 projets de plus de 40 milliards d'euros. Il y en a même un 3e, mais bon, qui vient avec des fonds du Golfe, donc on va l'écarter. Voilà. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec ça? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un soufflet qui va retomber? Bon, pas vraiment. Hein. On pense toujours que ça va se calmer, que l'action, la market capitalisation de Nvidia va repasser 2e ou 10e. Bon, après, c'est l'impact que ça va avoir sur notre vie au quotidien, mais là, c'est plus un problème sociétal, philosophique. Il y avait, en venant là sur BFM, il y avait une émission autour de l'IA et l'impact sur les sociétés, les emplois. Bon, il y avait des économistes, des philosophes et des techniciens, enfin des technologues. C'est un débat qui s'ouvre à peine, je pense, hein, sans parler de cette problématique de l'IA de confiance. Beaucoup de décisions vont être prises, en plus de nous aider à faire nos métiers, quels qu'ils soient, mais comment ces décisions sont prises? Alors, moi, ce qui m'a marqué, en fait, ça a été la rapidité avec laquelle l'IA s'est généralisée dans le grand public. En fait, tu parlais de Big Data, HPC, BI, etc. Ça, ce sont des termes d'il y a 10, 15, 20 ans. On parlait de BI à l'époque, c'était vraiment... voilà. Mais j'ai vu depuis 2-3 ans maximum, une violence de la démocratisation incroyable dans le grand public, dans l'entreprise. Maintenant, c'est généralisé. Donc ça m'a vraiment marqué parce que on assiste à des ruptures technologiques, etc. Celle-ci, pour moi, a été extrêmement profonde. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je te rejoins également, Eric, c'est vraiment sur ce que j'espère de l'IA, c'est que ça rende l'humanité meilleure. Donc j'ai une vision plutôt optimiste et positive de où on sera dans 10 ans. Néanmoins, et tu l'as cité aussi, l'éthique et l'utilisation qu'on en aura est clé, parce qu'on peut parler de l'IA sur plein de sujets absolument formidables. On parlait de l'imagerie médicale. Aujourd'hui, on a la capacité d'analyser des clichés de radio, d'IRM, avec une précision qui est inégalée, qu'un radiologue ne peut pas avoir, parce qu'il n'a pas l'expérience, il ne peut pas avoir 4 millions de clichés dans sa mémoire qu'il pourra exploiter. Donc on a vraiment une puissance terrible qu'on peut utiliser à des choses très positives. Et puis on a aussi malheureusement des conflits, on a un contexte géopolitique un peu compliqué. L'IA est de plus en plus impliquée dans les conflits. Et là, je pense qu'on a un vrai sujet. On peut parler d'armement autonome, de choses comme ça. Donc là, je ne veux pas vous faire peur, hein, ce n'est pas le sujet. Mais je pense qu'il faut qu'on ait conscience qu'on doit travailler sur ces sujets-là avec un mot qui est l'éthique et qui est la préparation du futur. Je vais être assez vite. Je pense que quand on parle des surprises, c'est un peu, oui, c'est la vélocité. Si on regarde qu'est-ce que ça passe avec une Mistral, avec une H, même avec un OpenAI, etc., c'est les laboratoires, c'est les boîtes de recherche. Tout ce qui fait de créer des nouveaux modèles, c'est de recherche. Mais le temps entre que ça sort de la recherche et ça arrive dans les mains des gens en public, c'est 1 ou 2 jours. Et il finit l'entraînement du modèle et il teste. Est-ce que ça fonctionne? Et il lance. Alors, on n'a jamais vu cette incroyable accélération entre le monde académique, recherche, et le monde consommateur. Ça, c'est incroyable.
Sur les montants d'investissement, je vous conseille de regarder exactement qu'est-ce qui est écrit dans les investissements. C'est pour créer qu'est-ce qu'on parle de powered shells. C'est l'électricité et c'est béton. Alors, on n'a jamais eu un problème de trouver les investisseurs dans les bâtiments. Alors, la vraie question, c'est qui va utiliser ce bâtiment? Alors, les investisseurs sont malins parce qu'ils ne font pas les erreurs normalement. De plus, ils ont beaucoup d'argent. Et pour moi, cette centre de données, c'est comme les pompes funèbres. Tout le monde va avoir besoin, enfin. Est-ce que c'est demain ou dans 10 ans? Je ne sais pas. Mais pour moi, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un énorme risque? Parce que la France est très, très, très bien positionnée. Et être clair, ça, ce n'est pas une surprise pour moi. C'était évident. Électricité décarbonisée, les fantastiques centres de recherche et les écoles, et une économie, une activité autour des startups et innovation qui est bon. Mais il y a un énorme risque que la France devienne le Rotterdam de l'IA pour l'Europe. Rotterdam, c'est le plus grand port. Il profite, mais il profite juste de la transition des boîtes. C'est quoi ce qu'il y a dedans les boîtes qui rendent la vraie valeur. Alors, nous sommes en train de créer les centres logistiques en France pour l'IA. Alors, qui va profiter? Qui va livrer les biens? Qui va vendre les biens? Et mon craint et mon surprise, c'est que c'est le lenteur de l'Europe, des entreprises européennes, d'investir dans l'IA et la création et l'exploitation d'IA. C'est ça que je trouve incroyable. Merci beaucoup. Je vais remercier les 3 intervenants. Merci Guillaume, Nat, Eric. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci à tous.